Alors cette vidéo va être un petit peu spéciale. Je suis tombé complètement par hasard sur Pierre, qui est un policier motard qui travaille sur Paris depuis très très longtemps et que j'ai déjà vu en fait dans des vidéos, mais très souvent quoi. Ce policier est très sur les réseaux sociaux. Et donc j'étais place d'Italie, je sortais d'un rendez-vous, je m'étais garé un peu comme n'importe comment, j'avoue. Et je le vois en train de contrôler quelqu'un, mais il était en civil, mais je l'ai reconnu tout de suite, hein. Pierre, si vous l'avez déjà vu en vidéo, vous le reconnaissez tout de suite. Et donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais attendre un peu la fin du contrôle et puis je vais aller lui parler, juste dire bonjour. On sait jamais, enfin j'avais juste envie de lui dire que j'étais fan quoi. J'étais une petite croupie. et donc voilà, après le contrôle, alors pendant le contrôle j'ai pas voulu m'imposer bien entendu. Le début de la conversation je l'ai pas enregistré parce que j'avais retiré mon casque et puis j'avais pas envie de m'imposer voilà, de venir avec ma GoPro là, commencer à enregistrer alors que le gars il me connaît pas. Mais donc on discute de 3 minutes et puis au bout de quelques moments, au bout de 5 minutes, je lui dis mais ça vous dérangerait si je vous posais quelques petites questions pour faire une vidéo, ça pourrait être cool pour mes réseaux sociaux, voilà. Et puis il a fait mais ouais, avec grand plaisir. J'avais quelques questions en tête depuis un moment, hein, vous me connaissez, hein, je roule tous les jours, il y a plein de fois où je me dis mais tiens c'est bizarre ça, qu'est-ce que vous pensez de ça, etc. J'aimerais bien poser la question à des policiers, non. Il a pris vraiment le temps d'y répondre avec détail, c'est ça qui était cool parce qu'en fait il a vraiment pris le temps de répondre, il n'a pas juste fait ça. Honnêtement, je crois qu'on est resté ensemble au moins 40 minutes, 45 minutes, je sais pas. Donc c'est vraiment gentil de sa part, je le remercie beaucoup. Pierre, merci à toi, je t'enverrai le lien de la vidéo bien entendu. Et donc je vous souhaite un très bon visionnage. Salut les amis. Est-ce que vous comprenez que le passage à 30 km/h et que vous comprenez que les gens ne le respectent pas vraiment? Vous, en tant que policier, vous devez le voir, les gens continuent de rouler à 50. Est-ce que vous comprenez ça ou est-ce que vous considérez vraiment qu'on devrait respecter cette règle à la lettre? En tant que policier sur la route et de toute façon utilisateur d'une moto et voire même du vélo, puisque je vais souvent travailler en vélo, moi je vois bien de toute façon que cette nouvelle règle d'abaissement de la vitesse de 50 à 30 km/h a eu un petit effet. Mais évidemment, il n'est pas respecté. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression de voir tout le monde à 30 km/h. Et c'est plus qu'une impression parce qu'on est quelquefois quand même aux jumelles avec les appareils de radar. On a des véhicules à radar embarqués. Et on voit bien qu'il y a des excès de vitesse et en grand nombre. Donc on n'est pas à 30 km/h. En revanche, quand c'était à 50 et les gens roulaient à 70, quand on est passé à 30, maintenant les gens roulent enfin à 50-60. D'accord. Donc on a baissé un petit peu la vitesse, en vrai dans les faits. Par la peur du PV par les radars, de se faire arrêter par la police parce qu'il y a les jumelles, choses comme ça. Et puis aussi parce que les conditions de circulation ont changé. Ce n'est pas qu'une question de vitesse maximale autorisée. Il y a aussi le fait que Paris s'est un petit peu transformé. Il y a des rues dans lesquelles, qu'on a envie ou pas, de toute façon on ne peut pas rouler trop vite. Donc ça aussi, ça a permis de baisser la vitesse. Alors, et par rapport à la Belgique par exemple, où justement plus les axes sont grands, plus la vitesse est un peu plus élevée, vous trouvez ça pas plus logique? Sur des boulevards où on a des pistes vraiment très larges, des voies très larges, de rester à 50, ça aurait peut-être eu un peu de sens? Ou pas? Pour vous, vaut mieux faire tout le monde à 30 partout à 30? On peut comparer parfois la France avec d'autres pays. Maintenant, il ne faut pas oublier que la France est un pays latin. On est des latins, donc comparé avec les pays du Nord, c'est pas toujours efficace, je veux dire, en termes de comparaison de mentalité. Donc sur l'usage de la conduite, bien évidemment, c'est pareil. On ne va pas forcément avoir la même mentalité. Maintenant, la vitesse, elle n'est pas 30 km/h partout. Il y a des axes beaucoup plus importants, beaucoup plus larges, qui sont restés à 50. Je pense notamment sur l'avenue de la Grande Armée, sur les Champs, c'est resté à 50, ou certains endroits du Bois de Boulogne, où il y a suffisamment de place. Donc il y a des artères sur lesquelles on a, pour des raisons qui sont discutables, parce qu'en vrai il y a quand même du passage, il y a quand même des voies, et là c'est pareil, hein, finalement avec le nombre de passages piétons, on ne peut pas vraiment rouler à 50 ou au-delà. Donc même si ce n'est pas réduit à 30, par la force des choses, les gens roulent assez lentement quand même sur ces artères. Mais il y a eu quand même cette réflexion qui a été faite de dire est-ce qu'on fait 30 partout ou est-ce qu'il y a des endroits où on va laisser à 50. Et ça a été un peu réfléchi quand même et ils sont partis sur cette piste.
qui aurait pu être un peu plus élargi, je pense. Le résultat est là, c'est que maintenant, depuis le temps que ça existe, même sur le périphérique d'ailleurs, lorsque c'était la vitesse à 80, on a réduit à 70, bon, c'est pas grand-chose, on dit que ça change pas grand-chose. En vrai, on voit que beaucoup plus de monde roule à 70, voire même en dessous à l'approche des radars. C'est-à-dire que maintenant, c'est parfois un peu dangereux, ça peut surprendre pour les habitués du périph', mais pour ceux qui ne sont pas habitués, on les voit réduire leur vitesse considérablement. Ce qui n'était pas tellement le cas en fait à 80, qui était perçu plus comme du 90, alors que là, le 70 est perçu comme du 50. Ouais. Donc, en changeant de 10 km/h, la lecture a été en sens inverse, et c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Alors, et puis c'est pareil, encore une fois, là, c'est le techniquement qui va s'imposer, avec tous les bouchons sur le périphérique. Est-ce qu'on est souvent à 70 ? De moins en moins. Quoi, pour vous, les infractions les plus courantes que vous voyez pour les deux roues et pour les vélos ? Les infractions que je constate moi le plus souvent dans Paris, vraiment intramuros, les artères les principales, à vélo déjà c'est malheureusement, et ça ceux qui en payent le prix c'est l'utilisateur lui-même, hein, c'est le cycliste, c'est des franchissements de carrefour, des intersections, alors qu'il y a un feu rouge, alors qu'il fallait céder un passage, alors qu'il fallait au moins respecter une vérification, mais souvent à tombeau ouvert. Ensuite, malheureusement, ils ne signalent pas toujours lorsqu'ils vont à gauche ou à droite, et ça surprend des véhicules, des voitures ou des deux roues, et c'est la collision. Ou alors une collision évitée, mais une chute d'un des deux roues, parce qu'il se fait surprendre et guidon tourné et peut-être un frein avant, et c'est la chute assurée. Donc ce genre de situation, on les repère, mais des infractions, surtout des feux qui ne sont pas autorisés, qui sont franchis par les cyclistes. Pour les motos, malheureusement, on les voit beaucoup sur les trottoirs, beaucoup. Ah oui. Et ça, c'est les piétons qui s'en plaignent, des scooters. Oui, les livreurs qui veulent. Oui. Ouais, mais même des motos qui cherchent à se stationner, qui vont rouler à faible vitesse, mais à force de le faire, on va de moins en moins lentement, de plus en plus vite. On prend ses aises. Et en vrai, sur les trottoirs, moi je considère qu'il y a des gens, des familles, des handicapés, des personnes âgées, des enfants, des poussettes. Et cette population de piétons n'ont pas vocation à partager cet espace avec un... Donc là, je me suis garé sur le trottoir, vous allez me mettre une petite amende. Mais pour y aller, est-ce qu'il ne fallait pas à un moment donné rouler sur le trottoir? Même si parfois le code de la route, il autorise de circuler sur le trottoir sur la distance la plus courte entre la route et un lieu de stationnement qui a été normalement réfléchi, mais en tout cas prévu pour le stationnement d'une moto. Mais, et c'est d'ailleurs, on leur demande à chaque fois de faire le stationnement sur le trottoir le plus proche de la route pour pas qu'il y ait une circulation sur le trottoir. Mais parfois, c'est quand même le cas, parfois c'est pas assez réfléchi, l'idée n'est pas assez approfondie, et parfois il y a des motos ou des scooters qui circulent. Mais moi je pensais plutôt pas à celui qui vraiment va se stationner, mais plutôt à celui qui, plutôt que de faire le tour du pâté de maison, parce que c'est un sens interdit, il va prendre le sens interdit vers le trottoir, même si c'est étroit, et quelquefois pour gagner quelques minutes très précieuses, va circuler comme ça sur le trottoir, au ras des immeubles, et aura donc des portes cochères des immeubles où pourrait débouler un enfant avec sa trottinette ou je ne sais quoi, et qui ne pense pas croiser le chemin, qui est surpris en fait, qui se fait surprendre, mais qui n'a aucune chance, même à 15 km/h. Une autre question par rapport au confinement. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait une différence au niveau des usagers de la route, comment ils se comportent, au niveau du comportement? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les gens, ils sont un peu regardés le nombril pendant 2 ans, ils sont un peu restés dans l'ego de soi, de moi j'ai le droit, moi j'ai le droit, moi j'ai le droit, et puis les autres, ils peuvent un peu aller se faire mettre si je pose la question un petit peu... Bon, depuis le confinement, mais même, j'ai envie de dire, depuis un certain nombre d'années, avec tout ce qui est pollution, la lutte en tout cas contre la pollution, il y a quand même une population qui s'est tournée beaucoup vers le vélo. Ou quelquefois le 2 roues motorisé, pour pouvoir être plus libre avec l'air qui circule, etc. Et un certain comportement a été adopté, de liberté, un sentiment de liberté. Et liberté dans la tête c'est une chose, mais liberté après sur la route c'est encore autre chose. Et effectivement le partage de la route s'en oublie. Beaucoup pensent à leur sécurité à eux, donc ils vont faire attention à eux et vont râler si on ne respecte pas leur personne, leur intégrité physique. Mais ils en oublient de respecter l'intégrité physique des autres.
Et il y a eu un côté un petit peu individuel qui s'est mis en place tranquillement chez certains usagers de la route. Et je pense notamment effectivement à certains cyclistes, certains conducteurs, jeunes conducteurs de deux roues, novices, qui n'ont pas cet esprit voilà, collectif. Notamment voilà, sur le sentiment d'être un petit peu tout seul sur la route. Ça peut être problématique sur leur comportement vis-à-vis des autres, c'est ce que je viens d'expliquer, mais ça peut être aussi un comportement très égoïste qui les amène eux-mêmes en danger. Parce que, quelquefois dans leur bulle, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un partage et il y a d'autres qui pourraient être dangereux pour eux. Donc, et puis alors après, il y a l'histoire du casque audio, c'est-à-dire, alors là maintenant c'est devenu tellement courant. Alors, oui, on en voit, mais même c'est pas avec des oreillettes, on les voit carrément avec des casques voilà, qui englobent les oreilles et donc le son, tout ce qui se passe autour, quoi. Ouais, la loi a été changée pour cet usage en fait. Alors ça a intégré évidemment tous ceux qui avaient juste un kit piéton, un kit main libre, etc. C'est vrai que certains conducteurs disent mais j'ai qu'une seule oreillette, j'entends, je suis pas complètement... bien sûr. Mais, et puis peut-être qu'il n'y a rien, peut-être que c'est juste pour qu'on appelle ça le guidage du GPS. Néanmoins, on ne peut pas toujours vérifier, donc tout le monde a été mis un peu dans le même sac, mais à la base, ceux qui étaient visés, c'était ceux qui s'isolaient complètement avec un casque énorme audio et qui écoutaient la musique évidemment. Et puis maintenant, il y a des casques qui isolent du bruit. Et ça, c'est vrai que c'est génial quand on l'utilise, mais sur la route, c'est juste pas possible. C'est bien pour le métro. C'est bien pour le métro, et encore, j'ai envie de dire, et encore, il y a même apparemment dans le métro, les responsables aimeraient passer le message que quelquefois il y a des alertes qui sont indiquées. Et c'est intéressant de pouvoir les entendre. Effectivement. Donc, et puis il peut y avoir, là on est en situation en ce moment de risque attentat assez élevé, c'est pareil, il faut être assez alerte sans vouloir mettre tout le monde sous pression et dans une psychose pas possible, mais il faut quand même être un minimum alerte. Donc on peut écouter sa musique, mais je pense que ça il faut le garder pour l'avion ou pour peut-être, je sais pas, la maison, des situations où on peut vraiment s'isoler. Dès lors qu'on est sur la route, s'isoler c'est pas une bonne chose. Et ça, en vélo, maintenant, j'en vois, mais 1 sur 2. Et les trottinettes, mais ils sont tous avec les écouteurs. Donc lorsqu'on fait des opérations de contrôle, on se met au bout d'une piste cyclable et on les voit tous arriver avec leur casque. Et quand ils nous voient eux au bout, ils enlèvent tous le casque et ils le rangent parce qu'ils le savent que c'est interdit. Et nous, le message qu'on essaie de passer, en tout cas moi, celui que j'essaie de passer, à chaque fois c'est de dire ok, c'est interdit, ça c'est une chose, mais est-ce que vous comprenez que c'est dangereux? Et c'est ça le principal, c'est qu'il faut comprendre qu'on peut se faire surprendre, notamment avec de plus en plus de véhicules électriques qui sont moins bruyants. Les bus à Paris, ils sont de plus en plus électriques, moins bruyants. Et si on est isolé avec sa musique, en vélo, hors piste cyclable protégée, on peut vite se faire surprendre. Et un vélo contre un bus, moi j'ai vu parfois des situations où en fait c'est le bus qui gagne, et c'est pas le vélo. Et c'est des situations dramatiques. Quels sont les principaux facteurs d'accidents de la route à Paris? À part, vous avez parlé des feux rouges, qui effectivement, ça pour les vélos, c'est quelque chose de très dangereux. Mais quels sont les autres facteurs que vous pourriez mettre en compte? Vous venez d'en parler, peut-être les écouteurs justement? Voilà, alors bon, pour les conducteurs de moto et de vélo, ils sont sur des véhicules où l'équilibre est précaire. Rien à voir avec un véhicule 4 roues, je vais même envie de dire, rien à voir avec parfois certains 3 roues, voilà. Il y a vraiment un équilibre qui est plus précaire. Il y a les conditions de la route. On est une ville ancienne, vieille ville d'Europe, avec des pavés, des routes qui s'abîment. Et malgré tous les efforts qui sont mis en place par le service public, il y a quand même souvent des nids de poules et souvent des choses qui sont bien abîmées. C'est normal. Mais ça, c'est un risque énorme de chute avec des dommages qui peuvent être très importants. Mais parce que c'est une capitale, c'est une ville énorme, il y a beaucoup de circulation, c'est pas toujours évident de réparer en temps et en heure. Et le temps que ce soit signalé et réparé, il peut se passer parfois des semaines. Pendant ces semaines, il y a du passage. Et ces passages sont à risque. Ça détériore encore plus d'ailleurs le nid de poule. Comment ? Ça détériore encore plus. Et ça détériore plus le nid de poule. Et les réparations sont parfois, c'est des pansements. Ça tient un temps. Ouais. Mais c'est compliqué de refaire toute une place, comme par exemple ici on est à la place d'Italie, refaire toute la place en bitume de qualité ou des pavés. Alors on ferme tout, on crée des travaux publics, des bouchons, tout le monde râle, c'est très compliqué. Et puis c'est coûteux évidemment, mais il faut le faire. Donc ça se fait un petit peu petit à petit et pendant ce temps-là, il y a des accidents qui se créent. Ça c'est un des premiers facteurs, c'est l'état de la route. On a évidemment le comportement entre usagers, on a tellement d'usagers différents
entre les vélos, les trottinettes, même s'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur les pistes cyclables, il reste encore beaucoup de vélos et de trottinettes qui n'y trouvent pas leur compte parce qu'il y a des véhicules qui sont stationnés dessus, des livreurs ou autres, parce que c'est pas si protégé que ça. C'est à partager avec les piétons, il y a beaucoup trop de piétons, c'est presque dangereux. Donc ils finissent par aller sur la route et à se mettre en danger. Et évidemment les voitures qui doivent composer avec toute la signalisation, les feux, je vais où, etc. Et il faut faire attention aux autres usagers. Mais il y a les camions, les livreurs, on a tellement d'usagers. Et puis les piétons qui traversent parfois en dehors des passages piétons. Et ça, on a toujours quelqu'un qui va gêner un autre usager. Composer tous ensemble, c'est difficile. Donc ça a toujours été le facteur, c'est le vivre ensemble qui ne se met pas en place. On a beau essayer tout un tas de situations, de solutions, ça ne se met pas en place et ça c'est compliqué. Après, il y a évidemment, on retrouve nous beaucoup parmi les accidents et à travers les contrôles qu'on peut faire, un usage de la drogue qui est devenu très très important. Et là, je parle des drogues dures. Ah oui. C'est impressionnant à quel point maintenant la cocaïne s'est démocratisée et on voit les choses s'empirer. Avant, on avait un problème avec l'alcool. Je trouve que maintenant, l'alcool est de moins en moins en fait, présent dans les accidents, toujours, même les contrôles. Mais en tout cas, souvent associé à du stupéfiant. Et pendant longtemps, c'était des stupéfiants, drogue qu'on disait douce avec du cannabis, qui évidemment c'est très dangereux, mais là, ça fait tellement longtemps qu'on a des statistiques très probantes. On sait maintenant à quel point c'est dangereux, à quel point c'est risqué, à quel point il ne faut pas. C'est pour ça que c'est interdit. Et on sait que la jonction avec l'alcool, c'est un cocktail explosif. Mais maintenant, de plus en plus, nos contrôles montrent des tests positifs ou des analyses de sang avec de la cocaïne. Ah oui. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Moi, ça m'inquiète en tout cas pour le pays, mais je vais parler déjà de Paris. C'est inquiétant parce que c'est un lieu où il y a beaucoup de fêtes. Et évidemment, le week-end, lorsqu'on fait des contrôles sortis de boîtes, sortis de bars, on voit qu'il y a autant de cocaïne et que les gens prennent en plus après le volant avec tout ce qui... ou le guidon, parce qu'on en voit beaucoup en scooter, même si c'est parfois des scooters, on va dire, en location libre accès. J'ai l'impression que là, c'est peut-être sous l'effet de l'alcool et des stupéfiants, on prend des mauvaises réflexions, mais ils ont l'impression que parce que c'est un petit scooter 50, c'est moins dangereux. Quand je dis 50 ou électrique, en tout cas libre accès. Donc ils disent c'est pas puissant ou c'est pas dangereux, et on les voit en trottinette. Mais en vrai, c'est quand même assez grave de se dire qu'il y en a qui prennent quand même le guidon ou le volant. Et ça, moi, je me dis, mais pourtant on a passé tellement de messages de prévention. On est présent pour des contrôles et on en constate tous les week-ends. Avec et en parlant de ça, qu'est-ce que vous pensez du CBD? Alors pour le CBD, c'est à la fois pour ceux qui voudraient se sortir du cannabis une bonne chose, mais le marché européen est tel qu'il y a parfois des réglementations différentes entre pays européens et la libre circulation des produits fait qu'on retrouve en France des produits où la teneur en THC est parfois au-dessus de ce que la France autorise. Et au point où ça peut avoir quelques petits effets. L'effet principal, c'est pas tellement l'effet de la drogue, c'est surtout l'effet que ça devient des tests positifs. Et donc on a des consommateurs de CBD qui ont acheté leur CBD sur internet en provenance de pays où la teneur est donc en THC importante, supérieure, se retrouve avec des tests. C'est combien le taux? Alors c'était 0,2, je crois que c'est 0,3% récemment, et ça ne fait pas d'effet sur la conduite, etc. Donc ça, et nos tests se révèlent négatifs dans ces cas-là. Mais quand ça dépasse 0,3 et que ça devient positif, c'est une perte de permis, c'est des analyses. Il faut faire une prise de sang. C'est tracas administratifs et judiciaires, le temps que ça soit peut-être contesté. D'accord. Et qu'on dise maintenant c'était... mais si ça devient positif en général, et si la vérification par l'analyse, par la salive ou par le sang, ou par les urines, se révèle dans un laboratoire vraiment avec une teneur de THC positive,
Voilà, il n'y a pas de discussion Oui, à bien avoir. sûr. C'était parce que vous avez pris du mauvais CBD. Donc attention à ceux qui prennent du CBD, de prendre du CBD vraiment légal en France. Acheté en France. Où là, c'est pour le goût, c'est pour peut-être calmer un petit peu ou détendre certaines douleurs, peut-être, je sais pas, mais pas du THC nocif en tout cas. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et puis alors, en tant que policier, et là je vais sortir du cadre routier, mais et encore que je peux parler même de certains conducteurs qui fument et qui roulent en une conduisant cigarette. Mais oui. pour eux, ils ont de la CBD. Ah, ok. Du CBD, mais ils ont roulé comme si c'était finalement un joint. Ils fument et donc nous, en tant que policiers, on a l'odeur, on a un joint qui ressemble, tout est là. Ça demande quand même vérification. Et puis s'ils nous montrent du produit qui ressemble, pareil, parce que ça aussi, ça a été longtemps un débat, savoir en fait s'il y avait des boutures de fleurs, ce qu'on pouvait avoir comme produit issu, enfin CBD, légal, mais qui ressemble tellement en fait à du produit stupéfiant interdit que pour un policier, au moment du contrôle, c'est très 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 compliqué. Les tests sont très chers et tous les policiers ne peuvent pas. Faut l'essayer. Faut essayer, voilà. L'essayer, c'est l'adopter. Ah, ça va, je suis pas perché. C'est du CBD. C'est ça. Imaginez s'il fallait tester à chaque fois. À la fin de la journée. Petite question par rapport aux cyclistes. Est-ce que vous pensez que ce serait intéressant pour eux qu'ils passent un code, en tout cas pour rouler à Paris ou en ville? Les gens qui habitent en campagne, qui roulent sur des nationales comme ça et qui font 3-4 km pour aller acheter leur pain, c'est différent. Mais pour une ville dense comme Paris, Marseille, Toulouse, ce genre de ville, est-ce que vous pensez que ça aurait une utilité pour au moins leur faire un code et leur demander de passer un code spécifique vélo? On ne leur demande pas d'apprendre certaines choses techniques d'un véhicule, mais au moins pour le vélo, qu'est-ce que vous en pensez? Quand on voit que déjà les véhicules qui nécessitent un permis, avec une formation, on a parfois une formation qui est pas suffisante parce que elle a été axée sur la préparation d'un examen et pas forcément sur tous les risques routiers. Mais ça demanderait beaucoup trop d'heures, beaucoup trop d'implications, etc. Donc on voit quelquefois que même les permis ne sont pas suffisants pour régler les problèmes d'insécurité routière. Néanmoins, ça donne quand même une base. Et cette base, elle est nécessaire. On voit ceux qui roulent sans permis, il y en a beaucoup, j'en arrête souvent. Ils peuvent être bons techniciens. Néanmoins, ils n'ont pas eu les cours de code, ils n'ont pas été bien formés et eux sont des dangers parce qu'ils font beaucoup d'erreurs de code. Donc c'est des bons techniciens en conduite, mais ce n'est pas des bons conducteurs sur la route avec le partage, voilà, et les règles. Et ceux-là sont dangereux. Donc l'absence de connaissances, elle est gravissime. Pour les vélos, il y a une petite formation qui a été mise en place à l'école. On a un permis vélo lorsqu'on est à l'école. À l'école élémentaire, on peut passer un permis vélo. Alors c'est les premières bases. Mais c'est vrai que l'eau coule sous les ponts, les années passent, on grandit. Et puis à un moment donné, on oublie beaucoup de choses. Et puis l'adolescence, etc. Bref, même si on a passé la SSR 1 et la SSR 2 en prévision donc à l'école, en prévision de son permis de conduire, il y a des âges où en fait on oublie pas mal et on a maintenant des jeunes adultes, malgré ces étapes, il leur manque une formation plus précise, plus concrète, qui pourrait asseoir des connaissances pour pouvoir après se lancer dans la circulation avec évidemment cette notion du danger, du risque potentiel, du respect des règles, du respect de l'autre, etc., respect de sa sécurité. Ça manque un peu. Donc moi je serais favorable à ce qu'il y ait effectivement une sorte de formation pour adultes, on va dire, donc un permis vélo enfant et un permis vélo adulte qui pourra asseoir les choses. Vous parlez même d'un permis, moi je parlais juste d'un code. Mais au moins d'apprendre la théorie de comment alors pas forcément un stop ça par sert à quoi, un feu sert à quoi, la base en fait. Pas forcément sanctionné par un diplôme, par un examen, mais en tout cas une formation obligatoire. Oui, comme la formation 125. Un peu comme la formation 125, c'est-à-dire que vous avez le permis voiture, et ben dans le permis voiture on peut peut-être y mettre à un moment donné formation vélo,
Peut-être que si vous voulez faire du vélo, très bien, mais alors pour pouvoir l'assurer, avec une assurance obligatoire, on pourrait mettre en place une assurance pas très chère, mais obligatoire, comme on l'a pour la trottinette électrique, et bien dire bah ok, mais montrez-moi que vous avez accès, vous avez eu accès à une formation obligatoire. Des choses comme ça à mettre en place, c'est long, c'est souvent coûteux, ça bouscule les habitudes. Il y aura toujours des tricheurs, parce qu'on contourne souvent un peu la loi, etc. Mais je pense que c'est pas complètement bête d'étudier en tout cas cette piste. D'accord. Est-ce que ça vous dérange vraiment quand la voie de gauche est bloquée, que la moto dépasse par la droite? Alors, moi je sais que vous êtes motard parce qu'on s'est déjà vu, on s'est déjà croisé. Et puis voilà, on suit toujours un petit peu les réseaux sociaux. Donc oui, bien sûr, ceux qui font de la moto pensent comme vous, à Paris, il y a quand même une petite facilité de se déplacer en moto. Alors il y a les remontées de fil et puis il y a les remontées de voie. C'est important de faire la différence. D'accord. En ville, la remontée de voie ou de fil, elle est interdite. Elle est dangereuse. Mais bien sûr, on peut comprendre parfois qu'elle est tentante. Donc si elle est faite avec énormément de prudence, on anticipe beaucoup, avec beaucoup de sympathie et de gentillesse pour les automobilistes qui ne savent pas, qui n'ont pas pensé, qui sont dans leur bulle et qui en fait en vrai n'ont pas à le faire. Si on est sympa aussi dans cette communication, on se fait sa petite place, le policier que je suis dirait bon, c'est pas trop mal quand même, on a affaire à un Parisien qui va gentiment, avec politesse, avec prudence, qui fait attention et qui se faufile sans prendre de risques et sans en faire prendre aux autres, mais qui sait que c'est dangereux et interdit. Sur le périphérique, on a mis en place, d'abord sous forme de tests, mais donc dans l'idée c'est que ça soit pleinement autorisé pour toujours et sur les axes comme ça, express de l'Île-de-France et des grandes villes. La remontée de fil comme ça, très codifiée. Le code qui a été mis en place, il est plutôt un démarrage, c'est bien. Le cadre qui a été mis en place, il a été réfléchi depuis de nombreuses années, avec des associations, avec des professionnels, avec des gens qui enseignent, avec des gens qui font tout le temps de la moto, des gens comme vous et moi. Et pendant des années, ça a été demandé, expliqué, détaillé, pour que finalement ça soit encadré, et c'est plutôt pas mal. Ce qui a été mis en place, j'ai envie de dire, là, on a été écouté, donc c'est très très bien. Et la condition, c'est appliqué. Mais évidemment, il y a des fois, il y a aussi le dépassement par la droite qui est tentant parce que on prend moins de place qu'une voiture. Et puis, il y en a un qui reste un petit peu trop sur la gauche. On aimerait qu'il se rabatte et qu'on puisse suivre, mais c'est tellement plus facile. Je dis ça par expérience. C'est une pratique dangereuse. Et j'incite personne à le faire. Si vous le faites en âme et conscience et vous savez que vous allez peut-être surprendre l'automobiliste, vous allez vous mettre en danger, vous allez peut-être mal évaluer la situation, parce qu'en plus, elle se fait à vitesse élevée. Celui qui est sur la gauche ne roule pas aussi vite que vous, mais tous les deux, vous roulez vite. Si on arrive à cette situation à pouvoir dépasser par la droite, c'est que c'est fluide. Et si c'est fluide, on le sait très bien. On roule à la vitesse, voire un petit peu plus au-dessus. Et vous êtes motard, oui. Et moi je suis. Évidemment, on les fait ces infractions. Et je sais que vous êtes déjà retrouvés dans des situations comme ça. Vous vous êtes dit, je devrais pas, c'est pas bien. Moi je l'ai fait, bon c'est passé. Mais là, et puis je me suis dit, tiens, aujourd'hui je me suis fait surprendre. Il a fait un petit écart, il s'est fait surprendre, il ne m'avait pas vu arriver. Ça est déjà arrivé ou pas? Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé. Donc c'est la conclusion, c'est qu'on peut dire, c'est pas une situation qu'il faut préconiser. Voilà, c'est pas le conseil que je peux donner, ne faites pas ça. Voilà. Ok. Si vous le faites, vous savez que vous n'êtes pas dans les clous. Et s'il fallait choisir entre le dépassement par la droite et la remontée de fil à gauche, vous choisiriez quoi? Parce que je vous ai déjà vu dans des vidéos justement contrôler des gens qui étaient même pas proches de la ligne blanche. Ils étaient carrément à contresens. Ouais. S'il fallait faire un choix, quand vous êtes là, vous êtes en moto, vous avez soit la remontée à gauche, soit le dépassement par la droite, vous prenez quoi vous en tant que motard? Après en tant que policier c'est autre chose, mais en tant que motard vous feriez quoi? Non, mais en tant que motard, moi la remontée de l'autre côté en contresens en fait, la remontée de toute la voie qui est bouchée on va dire, et j'ai pas d'autre solution, mais je me rends compte qu'à gauche, tiens je peux prendre un contresens si c'est double voie. Je sais que le contresens de l'autre côté de la ligne blanche, elle est très très dangereuse.
Parce que les véhicules vont vite. On a des véhicules qui peuvent, faire demi-tour. Oui, oui, ça c'est l'accident le plus commun qu'on constate tout le temps. Et celui-là, il est hyper dangereux. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième, c'est ceux qui viennent d'en face, qui peuvent être occupés à autre chose. Ils n'ont pas fait attention que votre moto noire, et votre blouson noir et votre casque noir n'étiez pas visibles. Ils n'ont pas fait attention, ils ne vous ont pas vu. Et peut-être qu'un morceau de la carrosserie ou un rétroviseur va vous toucher, va vous déstabiliser. Ou une jambe. Ça va taper la jambe. Donc ça peut être hyper dangereux aussi. Il y a pire, et j'en connais, j'en ai vu. Il y a ceux qui viennent à contresens, c'est fluide, et qui n'aiment pas voir les motards à cet endroit-là, et qui estiment être eux dans leur bon droit, et qui veulent faire comprendre avec leur voiture, qui peut devenir une arme, que eux ont le droit et que le motard n'a pas le droit. Je dis le motard en tout cas, ou même le conducteur de scooter, celui qui est en 2 roues, motorisé et qui remonte par là. Et ils lui foncent exprès dessus, pour lui faire peur, pour lui montrer, quitte à piler, voire même le taper. Il y a des gens qui deviennent fous. À Paris, fin de journée, avec les bouchons, il y en a qui ont une dure journée, qui prennent des décisions complètement débiles à ce point-là. On en a vu, j'en ai vu. Ouais. Donc j'en ai rencontré des gens comme ça. Ils disent, moi je fonce sur le mec. Est-ce qu'on a envie de se retrouver dans cette situation? Non. Donc la liste des situations qui puent vraiment, quand on est de l'autre côté de la ligne, j'en ai une qui est vraiment très longue, plus longue que le bras. C'est une liste très longue de situations vraiment compliquées. Pour la remontée entre les 2 voies, lorsque c'est une 2 voies ou plus, et qu'on veut remonter, ça c'est moins dangereux. Encore une fois, je le dis, on y va gentiment. On s'excuse, on remercie. On dit merci. Si ça passe pas, pas besoin de klaxonner, d'y aller à fond, des appels de phare, des machins. On n'est pas une situation d'urgence, on n'est pas un véhicule d'urgence. On ne va pas comme nous sur un SAMU. J'ai un mantra qui dit quand quelqu'un fait l'effort de vous laisser passer, la moindre des choses c'est de faire l'effort de le remercier. Ah oui, et ça me semble tellement un principe d'éducation. Je sais pas, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai appris lorsque j'avais 4-5 ans, non? Oui, bah oui. Donc là, revenir sur ces principes, ouais, là évidemment le chemin est long, quoi. Mais pour revenir sur la partie remontée, voilà, la gentillesse, la prudence, ça passe tant mieux, ça passe pas, on n'insiste pas, voilà. Et on arrivera de toute façon avant les autres, hein. Ils sont dans les bouchons, on va y arriver, c'est pas un problème. Et c'est pour gagner quoi sinon? Quelquefois, pas grand-chose, hein. On arrive au feu, on s'arrête. Hein. Donc voilà, moi je préconise plutôt dans ce sens-là. Maintenant, s'il n'y a qu'une seule voie, là, dépassée par la droite entre la voiture et le trottoir, non. En fait, là, à ce moment-là, on ne dépasse pas, ni par la gauche, ni par la droite. On reste derrière. Voilà, et si c'est qu'une seule voie qui est bouchée, ma foi, si vous prenez le risque de dépasser, vous prenez des gros risques. On en revient encore un peu à l'interfile. Est-ce que vous trouvez ça normal en ville qu'elle soit, on va dire, tolérée? Normalement, elle est interdite, mais est-ce que vous comprenez, vous, parce que vous êtes motard aussi, est-ce que vous comprenez que la police ne nous arrête pas toutes les 2 secondes, justement parce qu'on fait l'interfile? Moi je suis parisien depuis presque toujours. Ça fait de nombreuses années que je circule en 2 roues dans Paris. Si on choisit 2 roues, c'est pas que par la passion de la moto, c'est aussi parce qu'à Paris c'est un outil très pratique. Donc en vrai, et d'ailleurs la majorité des 2 roues motorisées à Paris, c'est pour une raison pratique, pour ne pas se retrouver dans les embouteillages, pour pouvoir se stationner plus facilement. Ça c'était avant. Mais après, pour circuler évidemment, c'est toujours plus facile qu'en voiture. Donc, comme c'est facile, on prend des facilités. Et c'est humain. Et on est un pays, voilà, on est latin nous. Hein. Donc bon, il est interdit d'interdire, je sais qu'il y a un cadre, oui mais moi. Voilà, on est comme ça, c'est plus fort que nous. Et à Paris, on essaye en tant que policier, de ramener un petit peu le cadre vers, voilà, il y a des règles, et elles sont pas si bêtes que ça. Puis évidemment, on le sait. Il y a la pratique. Et je le sais, il y a une pratique qui se fait. Alors quand elle se fait de manière intelligente, tout doucement, mais néanmoins, avec la prise de conscience quand même que c'est dangereux, on commence à se rapprocher d'une situation acceptable. Mais on ne met pas tous le curseur au même endroit. C'est-à-dire que souvent l'utilisateur du 2 roues qui va être en infraction à ce moment-là, qui va faire une remontée de fil alors qu'il n'a pas le droit, lui il a l'impression qu'il l'a fait gentiment, qu'il l'a fait avec intelligence, qu'il l'a fait avec prudence, avec sympathie.
il a l'impression. Et puis le policier qui l'a constaté, il a estimé que c'était pas si propre que ça. Il y avait du danger qu'il n'avait pas su évaluer. En fait, donc, le curseur n'est pas toujours, et d'ailleurs on en voit avec beaucoup d'appréhension, parfois en deux roues, ils sont un peu tremblotants, ils ont peur, ils y vont tout doucement. Celui qui est derrière, qui a beaucoup plus de pratique, dit mais vas-y là, vas-y. Tu lui mets un coup de pression derrière, ça c'est très énervant ça. Et oui, donc on n'a pas tous la même aisance, on n'a pas tous donc la même sensation de sécurité. Et la même capacité. Et la capacité, donc parfois c'est la règle qui se met en application. Et combien de fois j'ai sur des contrôles des gens qui grillent un feu, et je leur dis vous avez grillé le feu, vous m'expliquez? Ils disent ah oui, mais je l'ai fait avec prudence. Mais ok, bon, alors il y a des feux où on pourrait faire tourner à droite avec prudence. Il y a des pays comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est autorisé. Ça fait partie dans certains États, pas partout, mais pas tous, voilà. Et puis pour les vélos, on a maintenant des petits panneaux qui autorisent à céder le passage. On regarde, ok, je peux y aller, je franchis parce que je tourne à droite. Ok, pourquoi pas. Voire même quelquefois, je franchis, je vais tout droit, mais c'est en sécurité. Les gens ont réfléchi à savoir si à cet endroit-là, dans ces situations, on était en danger ou pas. Tout le monde n'a pas cette capacité. Pris par le temps, pris par autre chose, on s'est pensé, on n'est pas spécialiste. Et donc, parfois, quand j'entends des gens dire j'ai franchi le feu, mais je l'ai fait avec prudence, ça demande discussion. Mais surtout les vélos qui expliquent. Non, mais pas seulement les vélos. Beaucoup les vélos, je suis d'accord, une majorité, parce que avec cette liberté, ces sensations, puis pas de permis, il n'y a pas d'épée Damoclès, je ne veux pas perdre mon permis, je ne veux pas perdre de points, ça s'autorise beaucoup de choses. Là encore, c'est l'humain qui prend le dessus. Et souvent ils disent aussi que c'est dur de redémarrer. Souvent l'excuse c'est... Oui, mais c'est pas le cas des trottinettes, les trottinettes électriques, c'est pas dur de redémarrer, et ils le font aussi. Et de plus en plus les vélos sont électriques et c'est pas si difficile que ça de démarrer. Je me fais moi, quand je suis en vélo et que je rentre et que je m'arrête au feu rouge, je me fais engueuler par d'autres cyclistes qui se font surprendre que je m'arrête et qui disent qu'est-ce que tu fous? Je dis il est rouge. Mais alors, mais vas-y là, ça passe. Ouais, en fait ouais ça passe, mais où ça passe pas, je serai là hein, pour leur porter secours hein, s'ils se font shooter par un camion qu'ils n'avaient pas vu ou une vitesse d'un véhicule qu'ils n'avaient pas su bien estimer, parce que en tant que motard, on estime parfois la vitesse des autres d'une certaine manière. Dès qu'on passe à pied, en vélo, des choses comme ça, où la vitesse n'est plus la même, le différentiel est complètement différent et la perception est différente. Et moi, je me fais surprendre. Je suis beaucoup plus en moto qu'en vélo, et quand je suis en vélo, je me fais surprendre par ce différentiel. Voilà. Au niveau des aménagements pour les voies cyclables, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que la mairie de Paris, est-ce que la mairie de Paris a fait du bon boulot, ou qu'est-ce que vous conseilleriez pour améliorer justement les voies vélos? Par exemple, vous pensez quoi de cette voie-là? Moi, je suis parfois utilisateur des pistes cyclables, des bandes cyclables. Je circule à vélo. Et puis je discute beaucoup avec les cyclistes. Et je leur pose cette question, je leur pose qu'est-ce que vous en pensez? Et là, concrètement, lorsque la piste cyclable, elle est donc pas une bande cyclable, c'est vraiment une piste séparée de la chaussée, protégée, séparée du trottoir, de telle sorte qu'en fait, il n'y a pas d'ambiguïté, ce n'est que pour les vélos. Déjà, ça c'est apprécié par les utilisateurs de vélos, les cyclistes. Ils apprécient d'avoir une voie pour eux, protégée. Et pas une bande simplement peinte sur la route, parce que d'abord souvent la peinture elle peut être glissante quand il pleut, ensuite il y a des véhicules qui débordent, là on a quand même, on peut le voir, un trottoir qui est assez haut, on réduit quand même la chance d'avoir un véhicule qui viendrait dessus, soit parce qu'il est dévié, soit pour se garer. En vrai là on est quand même dans une zone un peu protégée, et ça c'est apprécié. Par contre, ils aiment bien quand c'est large. Alors celle-ci, elle n'est pas assez large parce que ça soit autorisé ou pas, à chaque fois la piste cyclable, ça se croise. Même si elles sont en sens unique, il y en a dans tous les sens. Ah, d'accord. Et donc... ah oui, parce que là, en fait, les gens, ils ont tendance à la faire... là, normalement, elle est dans un seul sens. Normalement, c'est uniquement dans ce sens-là. Là. Et puis là, en fait, on va en voir qui va... Et l'autre est sur la... Et l'autre est sur le trottoir. Et l'autre est sur le trottoir. Et sur le trottoir, elle n'est pas bien dessinée, elle n'est pas visible, elle est sur le trottoir, donc il faut partager avec les piétons qui ne font pas attention à ça. Elle est de la même couleur que le trottoir, il y a juste un petit dessin et une bande. Ah oui. Pardon. C'est pas très clair. Donc là, cette piste cyclable, elle donne envie. Oui, bien sûr. Donc là, on l'a dans les deux sens. Et quand c'est étroit comme ça, c'est pas très confortable. Donc, là, on voit justement qu'il se frôle un petit peu. Donc un peu plus large,
c'est adapté. Protégé comme ça, il y en a de plus en plus. Ça nécessite des gros travaux et ces travaux évidemment c'est des coûts importants pour Paris et pour donc ses administrés. C'est des travaux et donc tous ceux qui viennent sur Paris râlent le temps des travaux parce que effectivement non seulement il y a des travaux, c'est des embouteillages, mais l'ajout de cette piste protégée va empiéter évidemment et c'est un peu le but, on ne va pas se le cacher, c'est un peu le but de réduire aussi la place de la voiture et de donner un peu plus de place aux mobilités douces, comme on dit. Donc, ça aussi, ça fait râler. Alors, c'est mal perçu, mais en vrai, lorsqu'on est cycliste et qu'on utilise ces pistes cyclables, on est bien content. Maintenant, lorsqu'on traverse Paris d'un bout à l'autre, on se rend compte très nettement qu'il y a eu des générations de différents types de pistes cyclables, et que tout ne s'est pas fait en un jour évidemment et qu'on est parti d'une ville qui était 0% cycliste à une ville qui a le projet et la prétention de devenir majoritairement cycliste. Et évidemment on ne transforme pas une ville comme ça si facilement, on ne transforme pas les habitudes et on ne transforme pas non plus les tracés. Et moi parfois lorsque je fais des traversées de Paris, clairement je me retrouve dans des situations qui n'ont pas été réfléchies, testées par nos spécialistes, les ingénieurs en urbanisme, d'urbanisme qui ont relié des générations différentes de pistes cyclables. Et pour aller de l'une à l'autre, parfois on se retrouve dans des situations extrêmement dangereuses et à laquelle on ne s'attend pas parce qu'on a été un peu comme sur l'autoroute, on est grisé par la vitesse. Là on est grisé par un confort et une sécurité optimale et tout d'un coup on se retrouve dans une situation où là, on est en plein milieu de l'Arc de Triomphe. Qu'est-ce que je fais là? Donc, et puis parfois aussi les contraintes techniques ont obligé ces ingénieurs à faire un tracé qui n'est pas du tout adéquat à la situation. Adéquat, j'ai envie de dire, même ils donnent vraiment pas envie quand on se dit attends, ça te fait faire tout le tour, je me tape tous les feux. Non mais pour les ronds-points par exemple, on voit souvent une piste cyclable qui entoure le rond-point, mais les cyclistes ils préfèrent directement rentrer à l'intérieur pour aller au plus court. C'est ça. Et là, on est en période estivale, il y a un petit peu moins de monde, mais c'est agréable d'ailleurs. C'est agréable, mais on peut voir facilement des cyclistes quand même qui traversent la place et qui ont le droit. Et pourtant, il y a une piste cyclable qui a été mise en place tout autour de la place. On voit toute une, mais le suivi est compliqué. Il est long, il est casse-pied, il est sécurisé, mais il donne pas envie. Donc les cyclistes disent allez, c'est plus court. Sauf que ils se font klaxonner, ils se font insulter. Il y en a plein qui disent qu'est-ce que tu fous, t'es fou dangereux de te mettre là. Et il suffit de regarder. S'il fallait qu'ils retiennent 3 choses pour rouler en ville, quels seraient les 3 conseils que vous donneriez vous avec votre expérience de policier, motard? Vous diriez faut vraiment que tu fasses attention à ça, faut que tu penses à ça, faut que tu penses à ça. Pendant près de 10 ans, moi j'ai fait de la formation post-permis dans des stages de perfectionnement de conduite moto pour monsieur et madame tout le monde. Il y avait des gens qui venaient avec leur scooter, des gens qui venaient avec leur moto. Et les 3 grands principes que je leur donnais s'appliquent aussi à ceux qui font du vélo. La première chose, lorsqu'on veut choisir un 2 roues, qu'il soit motorisé ou pas, il faut quand même réfléchir, pas seulement à est-ce qui me plaît, est-ce qui est dans mon budget, parce que souvent c'est les premiers, ce que je discute en tout cas c'est ce qui ressort, c'est souvent les premiers voire même les seuls critères de choix du véhicule. Je voulais cette moto et puis en plus c'est mon budget quoi, voilà. Ok, bon, mais il faut réfléchir à d'autres choses. C'est pour un meilleur choix, est-ce que c'est adapté à ma morphologie? Est-ce que je ne vais pas galérer parce que je suis court sur pattes et j'ai pris une GS 1300 là, beaucoup trop haute. Il va falloir que je trouve celle réduite, creusée, je change tout un tas de choses. Est-ce que je dois aussi peut-être réfléchir à mon usage? Est-ce que c'est pour faire de la course ou est-ce que c'est pour en utilitaire dans les bouchons? Parce que clairement quand j'en vois en moto hyper sportive dans Paris, évidemment ils se mettent dans des situations parfois un peu compliquées quoi. C'est pas adapté. Donc celui qui va faire principalement tous les jours pour aller au boulot à Paris et il se prend l'hyper sportive, dit ok c'est peut-être la moto que tu voulais, mais je te le dis, c'est pas adapté. Et puis évidemment,
Il y a le côté, est-ce que ça me plaît, est-ce que c'est un produit qui me plaît, voilà. Il faut penser quand même à se faire plaisir. Pour les vélos, c'est pareil. Ça s'adapte aussi. Il faut réfléchir à l'usage, à sa morphologie, et puis en dernier lieu, le prix et l'esthétique. Ça, c'est le premier conseil, c'est le choix. Deuxième conseil que je donne en général, c'est de dire il faut quand même que les déplacements restent dans l'ordre du plaisir. Si c'est pour arriver au travail, arriver à son rendez-vous, rentrer à la maison hyper crispé, on a eu en fait à un moment donné, c'était un calvaire, c'est un enfer de traverser Paris, de faire son trajet en 2 roues, que ce soit à vélo, en moto ou en scooter. Si c'est pas agréable, soit vous arrêtez, soit vous changez votre façon de conduire. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que c'est pas possible. D'abord, on se crée des tensions physiques, mentales, on apporte ses problèmes, on est nerveux, et les comportements sur la route s'en ressent et on fait des mauvais choix. Et c'est comme ça qu'il y a des accidents parfois. Donc, il faut que ça reste un plaisir. Pour que ça reste un plaisir, quelquefois, il faut rouler un peu plus cool, il faut prendre les choses avec philosophie, il faut être dans le plaisir, dans le partage, dans la sympathie. Et puis, si on rencontre des cons, c'est cool de les rencontrer parce qu'on ne rencontre pas non plus à tous les coins de rue. Et puis, c'est peut-être l'occasion d'échanger. Et puis, si on n'a pas envie d'échanger, c'est pas grave, on ne le changera pas. Et puis, il restera. Et puis, on continue sa route. En tout cas, parfois, je pense qu'il faut transformer les choses pour que ça soit plus agréable. Mais les gens prennent trop les choses à cœur. Ouais, que quand on se fait traiter de connard par un inconnu, quel intérêt de retourner Oui, mais en fait, c'est le partage. Je veux dire, on n'est pas tout seul sur Terre, donc il faut vivre tous ensemble, on n'a pas le choix. Et puis si on est à Paris, on n'a vraiment pas le choix. On est quand même quelques-uns. Alors si on se dit, le métro c'est pas pour moi, la voiture c'est pas pour moi, le vélo c'est pas pour moi c'est que la moto, ok, il y a des règles du jeu, il y a des conditions, et voilà. Et il va falloir les accepter toutes. Et les plus contraignantes avec philosophie, avec plaisir. Et ça commence par la conduite. Donc ça, je peux le conseiller dans des stages de perfectionnement à la conduite, que ce soit à vélo, ça existe, que ce soit en scooter ou en moto, et ça existe depuis longtemps, parce que j'ai fait ça depuis très longtemps. On apprend certaines petites choses pour fluidifier, pour rendre plus confortable la conduite. L'anticipation, on n'est plus surpris. L'usage du frein arrière, c'est plus doux. Des choses comme ça, même avec passagers, on ne va pas avoir les coups de casque, on ne va pas se faire engueuler par la passagère qui va dire mais tu conduis n'importe comment, c'est brutal, qu'est-ce que tu veux m'impressionner? Et puis, dans le même état d'esprit, pour que ça reste agréable pour tout le monde, moi je dis souvent à certains, et ça c'est ma femme qui me l'a soufflé, ceux qui arrivent avec des pots déchicanés, très bruyants, qui klaxonnent tout le temps, bref, qui font du bruit, quoi. Je leur demande à chaque fois s'ils ont quelque chose à compenser, parce que pour faire autant de bruit... C'est des HPCC, au potentiel, au casse-couille. Ah, c'est ça, je sais pas ça. HPCC. Et évidemment, c'est... En cassage de couilles. Ces comportements-là, pour moi, sont à bannir. Surtout en ville. Et voilà, mais bien sûr, mais même partout, en fait, parce qu'il y a des habitants, il y a des gens... En fait, on est tous à la recherche de quiétude. Et d'ailleurs, s'il y en a qui prennent des casques avec réduction de bruit, c'est parce qu'il y a trop de bruit. Alors, je trouve qu'il y a déjà suffisamment de bruit qu'on réduit un peu avec les véhicules électriques, etc. Avec déjà un peu moins de voitures, ça klaxonne un petit peu moins, mais enfin, il y a déjà moins de bruit qu'avant. Mais le bruit normal, déjà, je trouve suffit. Pour en rajouter, je trouve ça vraiment... Quand on me dit que c'est pour la sécurité, mais c'est un faux ami, parce que, et là je fais une aparté, souvent le pot d'échappement il envoie le son à l'arrière, alors qu'on a déjà Il y a des études là-dessus d'ailleurs qui ont été faites. Bien sûr, c'est un faux ami. En plus, les voitures sont insonorisées de plus en plus aussi. Voilà, et puis si on dit que finalement je fais du bruit, donc on m'entend, donc on me voit, donc j'enlève mes coussins de sécurité que je me mettais avant, où je me sentais hyper fragile, je faisais attention, là je me dis, puisqu'on me voit, je suis moins en insécurité, donc on s'autorise dans ces cas-là des choses. Des imprudences. Et des imprudences, en vrai, parce que on se dit, et c'est un faux ami, et en vrai c'est pas ça. Donc on se piège tout seul, et en plus on gêne, on dérange. Donc tout ça fait partie de ce conseil où je dis, soyons cool. Je conduis pas avec du bruit, je klaxonne pas, je suis cool avec mes copains de la route, je conduis de manière détendue aussi, ça évite que je stresse. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on arrive à destination, détendu, à l'heure,
pas stressé, on a pris plaisir. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, ben là, c'est ma qualité de policier de la route. Je ne peux que dire, à un moment donné, attention aux règles. Les règles, elles existent, elles sont nombreuses, mais elles ne sont pas idiotes. Avec l'expérience, même si parfois ça demande du discernement, un peu de réflexion, mais la plupart, elles sont là pour être pleinement, on parlait de la circulation sur le trottoir, on va aller chercher tout le bout. Et sans chicane d'ailleurs. Voilà, sans chicane. Le petit combo là. Mais on a forcément des règles qui sont imposées et qu'on doit normalement comprendre et suivre en une fraction de seconde. Elles sont étudiées pour ça. Elles sont simples. On doit pouvoir prendre tout un tas de décisions. C'est ça qui est dingue avec la conduite moto ou auto en fait. C'est toutes les décisions qu'on doit prendre en très peu de temps. Et ces règles en fait, elles sont, voilà, je veux dire, le feu il est rouge, c'est pas pour rien en fait. Et si on se dit, je suis là comme un con à attendre alors que moi je suis pressé, bah on est pas dans les clous. Si on réfléchit aux règles, bah, on m'interdit de ça, on m'interdit de ci, pourquoi on m'interdit en fait? Bah, c'est pas seulement pour une question administrative, hein. On me demande de payer ma carte grise, etc. Ça c'est l'administratif. Non, les règles, je parle de sécurité, de conduite. Celles-ci, elles sont essentielles. Elles sont là parce qu'à un moment donné, il faut penser à l'autre. Et c'est ça mon troisième conseil, c'est respecter les règles, respecter l'autre, c'est le respect. Moi, je ne peux pas m'imaginer rouler sur les trottoirs parce que je respecte trop l'autre. Et l'autre, c'est le piéton, et c'est son univers. Je lui laisse. En revanche, c'est vrai que quand il est sur la route, je lui dis, non, monsieur, il y a quand même des trottoirs, il y a des passages piétons, ça c'est pour vous. Et je serai toujours celui qui va respecter ça, votre passage. Je vais respecter le mien. Parce que si je dois composer avec des piétons aux endroits où ils ne doivent pas être, avec des vélos où ils ne devraient pas être, avec des camions qui ne devraient pas être, etc., mais je deviens fou. Donc voilà, si tout le monde respecte sa place, sa règle, l'autre, c'est le troisième conseil, ben, ça va nettement mieux, on a moins d'accidents. Hein. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas passer aux deux roues, au contraire. Je trouve que c'est un moyen de mobilité hyper intéressant, hyper efficace. Ça pollue moins, puisqu'on reste moins longtemps dans les embouteillages. Ça pollue moins, même les motos, il y a le contrôle technique qui s'est mis en place, mais tout ça est ouvert à grand débat. Bien sûr qu'on pollue moins lorsqu'il y a moins de bouchons, on le sait. Maintenant, il y a évidemment un tri à faire dans les véhicules. Hein, même dans les deux roues, on a beaucoup de deux roues aussi qui polluent quand même à l'arrêt. Et qui font du bruit. C'est aussi dans les critères pour pouvoir passer les contrôles techniques. Oui, je pense que c'est un des critères principaux au final, en fait, du c'est contrôle technique. Donc c'est plus de la pollution sonore qui est visée, un petit peu mécanique, l'équipement de sécurité, bien sûr, mais ça va dans le bon sens. Donc, quand on est dans ce respect en tout cas des règles et de l'autre, ben tout va bien. Hein. Et on peut utiliser son deux roues, vélo ou pas. Voilà. Donc 3 conseils à retenir. Le premier, c'est le bon choix du véhicule pour ne pas être en galère. Le deuxième, c'est de prendre les choses avec philosophie, de rester cool, avec sympathie, voilà, avec légèreté, pour ne pas rentrer dans des situations, que ce soit à la maison, au boulot ou sur la route, de stress. Et puis le respect des règles, le respect de l'autre, le respect des choses qui sont mises en place pour que finalement tout se passe bien. Ok. Et donc au final, moi je me suis retrouvé dans une situation un jour où à un carrefour, il y a une voiture qui s'est engagée alors que c'était bouché, donc qui a brûlé un petit peu son feu rouge. Moi c'était vert, donc je me suis engagé. Quand on se retrouve dans une situation comme ça, est-ce qu'il a quand même priorité vu qu'il vient de ma droite? Est-ce que c'est lui qui a priorité à droite ou pas? Cette situation d'infraction commise au moment où il y a une règle qui s'applique. On a tendance, tous autant que nous sommes, à se dire que celui qui a commis l'infraction, il perd toute immunité. Là. Il a perdu tout droit qu'il pouvait avoir. Moi, je n'ai pas fait d'infraction et j'ai le droit de passer, donc c'est moi qui ai tous les droits. Vous voyez, en règle générale, c'est ça. Mais il y a des mais. Il y a tout un tas de situations qui vont rendre cette règle
À la revoyure, parce qu'en fait, on se rend compte que dans certaines situations, cette voiture qui s'est engagée, mais pas complètement. Elle a grillé le feu, ou peut-être le feu orange, elle ne devait pas s'engager. Et ça passe au vert. Et, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête et je laisse passer le flot de circulation, et tant pis si je suis sur le passage piéton. Est-ce que je fais marche arrière? Est-ce qu'on me laisse passer? Mais si c'est un feu à une seule voie, là vous êtes en one-to-one, vous vous parlez et vous mettez d'accord. Il y en a un qui va dire excuse-moi, bah vas-y passe, enfin vous mettez d'accord. C'est la courtoisie qui va se mettre en place. Écoute mon pote, là vu la situation, les conditions, il est mieux que tu restes là et moi je passe. Ou alors, je le sens pas, il m'a l'air pas de bonne humeur, si j'insiste, il va peut-être me shooter, je vais le laisser passer pour cette fois. Bref, il y a de la... Mais alors au niveau de l'assurance, comment ça se passe s'il nous shoot justement? Mais, en fait, avant d'arriver dans l'accident et parler d'assurance, oui, bien sûr. Déjà on est en train de se poser la question, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, hein? Et si ça pue, bah, j'y vais pas. Bon, si tout est au beau fixe, j'y vais. Si tout était au beau fixe, ça veut dire que j'étais dans mon bon droit. Et si malheureusement il arrive quelque chose, alors on a une situation d'accident, et là il avait grillé le feu. Il était en tort. Mais si dans une situation où il est passé, certes il y a une infraction, deuxième infraction, il risque de boucher la circulation. Et là on est plusieurs voies à démarrer. Si le premier dit vas-y, mais le deuxième il voit pas, il a la visibilité qui est masquée, il va, c'est lui qui va emplafonner la voiture. Donc là on est dans une situation où non, en fait il faut pas que tu y ailles, pour toutes ces raisons-là. Première infraction, deuxième infraction, là il va y avoir accident, donc il va pas. S'il y va quand même, bien sûr, là il va y avoir certainement accident, et là si on peut en parler, à ce moment-là, l'assurance va dire, bah oui, avec des témoignages ou avec déclaration, monsieur, vous avez franchi le feu rouge. Donc dans tous les cas, si une voiture se retrouve dans une intersection en ayant franchi un feu orange, un feu rouge, elle est en infraction. D'accord. Sauf si pour le feu orange, il y avait une voiture qui arrivait fort derrière et qu'il fallait passer. Mais là, normalement, à ce moment-là, je doute que vous ayez déjà eu le feu vert. Si c'est retrouvé coincé, c'est qu'il s'est passé du temps et qu'elle aurait pu prendre une autre situation. Là, on est dans une autre situation. Elle est immobilisée sur un carrefour ou sur un passage piéton, et ça, c'est une autre infraction. Et là, elle est immobilisée, et donc il n'y a plus de... Oui, elle peut plus bouger. Et si elle veut circuler, elle est en infraction. D'accord. Elle ne doit plus y aller, elle est censée s'arrêter et laisser passer le flot. C'est ça. Surtout si elle risque de coincer la circulation ou de créer un accident. Clairement, elle doit rester. Donc le cas par cas va quand même modifier un petit peu la perception de l'arrêt, qui fait que si elle s'est engagée et qu'elle ne devait pas s'engager, elle doit laisser le passage. Ça, c'est la règle générale. Mais attention à ne pas rester buté sur ce côté c'était à moi d'y aller, donc moi j'y vais. Prudence. Pierre, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Avec grand plaisir. Franchement, c'était... Là, on se croise comme ça au hasard. Oui. J'ai des questions qui viennent là, je me suis dit allez, je tente le coup, donc merci d'avoir pris autant de temps pour me répondre. Avec grand plaisir. Bon, on me voit très souvent quand même dans les rues parisiennes. Bon nombre me croise, c'est l'occasion d'échanger. Ah bah là, j'hésiterai plus là. Il ne faut pas hésiter. Je ferai une petite infraction devant vous, juste pour que vous venez me voir. Voilà. Néanmoins, je vous l'annonce, puisque vous aurez l'opportunité de l'avoir en exclusivité, mais ça fera partie de mes derniers tours de roue dans les rues parisiennes, parce que je m'en vais vers d'autres horizons. Ce sera peut-être à suivre, en tout cas sur les réseaux sociaux, ça sera l'occasion de se rencontrer avec plaisir. Dans d'autres environnements. Mais voilà, j'abandonne les rues parisiennes très prochainement. Donc je continue jusqu'au bout. Il est encore temps de me rencontrer, mais... J'ai eu la chance de vous voir juste maintenant, voilà, parce qu'en gros vous arrêtez. C'est ça, exactement. Bah écoutez, je vous souhaite bon courage pour le reste, pour ce que vous allez entreprendre. Merci. Et puis encore merci pour votre temps. Merci, c'est vraiment intéressant d'échanger. Merci beaucoup Pierre. Au revoir. Au revoir. Au revoir.